qu'on peut imaginer le Tchad rejoindre l'AES? Ça commence à chuchoter un peu. Surtout quand on voit les dernières positions du Tchad, vis-à-vis notamment de la France. Ils ont dit la CEDEAO constitue une menace, y compris une menace militaire existentielle à l'encontre de nos pays. À part le Tchad, est-ce qu'il y a certains pays qui toquent déjà à la porte de l'AES? Je me rappelle avoir fait une interview avec votre vis-à-vis du Togo, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il n'y ait pas aussi une sortie de l'UEMOA et qui pensent que c'est incomplet de sortir de la CEDEAO tout en restant dans l'UEMOA. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, j'ai entendu. Ce divorce a l'air difficile à être accepté, notamment par la CEDEAO. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Parce que la CEDEAO continue à donner des délais, continue à dire la porte n'est pas fermée et tout. Pourquoi la CEDEAO, selon vous, accepte très mal ce divorce? Est-ce que s'il y a un changement de cap avec des nouveaux dirigeants qui arrivent, l'AES peut revenir sur sa position? Bon, je ne suis pas... Alors, avant le drapeau, il y avait le passeport. J'ai envie de vous poser, que vaut le passeport AES aujourd'hui? Est-ce que c'est un passeport qui va faciliter les déplacements des citoyens de l'AES? Est-ce que c'est un passeport qui a un poids aujourd'hui comparé à celui de la CEDEAO qui donnait un accès beaucoup plus large? Quel est le regard, et c'est une question que je tenais à vous poser, que vous jetez sur la CEDEAO aujourd'hui après votre départ? C'est un peu comme quelqu'un qui est parti et qui jette un regard sur son ex-confrère Guinée-Bissau. Alors la première question, c'est quel est l'état des relations aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Mali après la sortie du Mali de la CEDEAO? Bon, écoutez, le Mali, c'est vrai, comme le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO, et aujourd'hui c'est un fait, mais comme vous le savez, nous restons dans le même espace régional, nous restons dans l'Afrique de l'Ouest, et tous les pays sont en place. Il y a déjà aussi des liens qui existent entre ces pays et qu'on va pouvoir développer. Un, c'est que nous avons des relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, avec lequel il y a beaucoup d'échanges économiques et autres. Et nous, notre posture, c'est de continuer à œuvrer dans un esprit d'ouverture avec tous les pays qui sont autour de nous pour maintenir des relations économiques, des relations commerciales, mais dans un autre cadre, qui ne soit pas le cadre de la CEDEAO. Ça peut être un cadre bilatéral, ça peut être plus tard un cadre qui sera défini par la Confédération des États du Sahel pour pouvoir travailler. Encore une fois, notre problème avec les pays se situe à un niveau politique. C'est un problème politique, mais sur le plan des liens humains, des liens historiques entre nos pays, nous avons toujours été pour une politique d'ouverture, une politique de bon voisinage avec tous les pays qui sont autour de nous, pour pouvoir aussi travailler toujours dans un esprit de promouvoir l'intégration africaine. Et le panafricanisme, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nos pays ont décidé que les citoyens, soit ivoiriens ou d'autres pays membres de la CEDEAO qui sont dans notre espace confédéral, bon, sont les bienvenus. Et nous ne comptons pas imposer des visas ou des restrictions particulières à leur aller et venue. Et nous souhaitons pouvoir maintenir et renforcer nos relations commerciales avec ces pays dans des cadres qu'il faudra convenir. Et par rapport à ça, je pense que les pays peuvent continuer à travailler sur leurs relations dans un cadre bilatéral. Et aussi, le Mali et la Côte d'Ivoire sont tous des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est un marché commun, donc qui offre toutes les garanties nécessaires par rapport aux échanges économiques, commerciaux et humains entre les pays. Donc, là, vous me tendez une perche, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il n'y ait pas aussi une sortie de l'UEMOA et qui pensent que c'est incomplet de sortir de la CEDEAO tout en restant dans l'UEMOA. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, j'ai entendu beaucoup ce type de considérations, mais ce qu'il faut noter, c'est que avec la CEDEAO, nous avons estimé qu'une ligne rouge a été franchie, dans la mesure où nous appartenons à une organisation, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec abandon de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences de l'État malien qui ont été dévolues à cette organisation et que malheureusement, cette souveraineté que nous avons transférée à cette organisation est utilisée en retour comme une arme contre notre pays, y compris avec des menaces d'intervention militaire et d'agression de nos pays par d'autres puissances extérieures sous couvert de la CEDEAO. Sinon, si le Mali devait sortir de la CEDEAO, je pense qu'il était question de pouvoir même quitter quand notre pays était sous sanction. Bien sûr. Mais pourtant, nous sommes restés
parce que nous voulons donner toutes les chances d'un travail en commun, mais nous sommes arrivés à la conviction que la CEDEAO constitue une menace, y compris une menace militaire existentielle à l'encontre de nos pays. Et nous nous sommes assumés parce que pour les questions de survie de nos pays, pour les questions de souveraineté et d'indépendance de nos pays. Nous espérons qu'au niveau de l'UEMOA, des leçons seront tirées de ce type d'attitude qui a été tenue à l'endroit de nos pays et que ceci est inacceptable, quoi qu'il en soit. Parce que nous n'accepterons pas que la souveraineté de nos pays soit sacrifiée sur l'autel d'enjeux politiques ou géopolitiques. C'est ce qui nous a amené à cette décision. Donc, ce divorce a l'air difficile à être accepté, notamment par la CEDEAO. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Parce que la CEDEAO continue à donner des délais, continue à dire la porte n'est pas fermée et tout. Pourquoi la CEDEAO, selon vous, accepte très mal ce divorce? Bon, je pense que nous devons leur poser cette question à eux. Mais vous avez une idée. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que, bon, au début, d'abord, je pense qu'on ne nous a pas du tout pris au sérieux. On nous a pratiquement ridiculisés. 3 pays enclavés, pauvres, qui n'ont rien, donc ils peuvent même partir, ça ne change absolument rien. Ils n'ont qu'à y aller. Mais je pense que dans tout processus d'intégration, il y a des gains et des pertes pour tout le monde. Et tout le monde est aussi important que l'autre. Je pense que beaucoup commencent à... C'est comme les sanctions dont vous avez parlé, que quand nos pays ont été sanctionnés, beaucoup espéraient que les sanctions ne seraient pénibles que pour nous. Et après, on s'est rendu compte que, bon, souvent, celui qui sanctionne peut subir plus les sanctions. Donc, je pense que nous sommes dans la réalisation de cela. On ne nous a pas pris au sérieux. Sinon, je pense que... et puis, même les mesures qui ont été prises contre nos pays ont été vraiment très injustes. Très injustes, pour essayer de changer les régimes dans les pays, pour essayer de nous amener dans des limites qui n'étaient pas acceptables. Bon, aujourd'hui, je vois qu'il y a une autre lecture de la situation, mais le train est déjà passé. Nos États se sont assumés. Nous continuons notre travail dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. La Confédération des États du Sahel, encore une fois, je rappelle, nous ne sommes pas établis contre la CEDEAO, ni contre aucun peuple, aucun pays de la région. Nous sommes constitués en cette confédération parce que nous faisons face à la même menace existentielle qu'est le terrorisme et nous nous sommes organisés parce que nous avons aussi la même vision, nous avons aussi des similitudes sur le plan culturel, économique, etc., et même sur le plan des caractéristiques physiques appartenant au Sahel. Donc il y a un certain nombre de liens parce que cet espace qu'on appelle le Liptako Gourma existait avant l'AES, parce que c'était un espace... Donc je pense que nous ne sommes pas là pour être contre des gens, contre des populations en particulier, mais c'est un objectif précis, travailler pour la sécurité de nos pays, travailler pour renforcer l'intégration économique entre nos pays, mais nous avons indiqué que nous restons ouverts à travailler, à maintenir des relations avec tous les pays de cet espace. Ouvert, ça veut dire quoi? Est-ce que pour vous, aujourd'hui... Ouvert en étant dehors. Voilà, ouvert. Ouvert en étant dehors. Donc il n'y a plus de retour possible. C'est un chemin de non-retour qui a été emprunté avec l'AES. Un chemin de non-retour, mais si je dis ouvert, il faut que les uns et les autres aussi, qu'on commence à s'écouter, à se prendre au sérieux. Parce que quand on dit qu'on s'est retiré, c'est qu'on s'est retiré. Aujourd'hui, nous avons constitué cet ensemble qu'est la Confédération des États du Sahel. Pour nous, toute discussion doit se situer aujourd'hui dans le cadre d'une discussion entre l'AES et la CEDEAO, en tant qu'entité à part, mais qui reste ouvert à maintenir des relations pacifiques, des relations de voisinage, des relations économiques avec d'autres pays de la CEDEAO, relations qui préservent d'abord les intérêts des populations. Parce que nos différents politiques ne veulent pas dire que nous sommes opposés sur tout. Nos peuples sont unis. Je peux même dire qu'on a un peuple ou des peuples ouest-africains qui sont unis, qui ont des liens qui n'ont pas commencé qu'avec la CEDEAO. Parce que ce qu'on parle, l'héritage de l'avancée de l'intégration de la sous-région, même si la CEDEAO a été un élément catalytique, ce n'est pas la CEDEAO elle seule qui est à la base. Parce que de l'indépendance de nos pays en 1975, qui est la date de la création de la CEDEAO, nos pays, il n'y avait pas de visa entre nous, il y avait une libre circulation. Les gens se fréquentaient. Donc la CEDEAO a contribué à mettre en place des mécanismes juridiques pour pouvoir amplifier cela. Donc je pense qu'il faudra qu'on intègre dans ce domaine qu'il y aura
la Confédération d'une part, il y aura la CEDEAO, mais on n'est pas dans des schémas de confrontation. Nous devons pouvoir trouver les mécanismes nécessaires et les passerelles nécessaires pour faire en sorte que cette séparation au plan institutionnel puisse impacter le moins les systèmes économiques et commerciaux qui ont été mis en place depuis 1960. Voilà. Alors, est-ce que les changements à la tête des États voisins peuvent influer cette position? Parce qu'on a vu au Sénégal, ce n'est plus Macky Sall, c'est Diomaye Faye qui est arrivé. Au Ghana, c'est un nouveau président qui est arrivé. Il peut arriver que cette année, à la fin de l'année en Côte d'Ivoire, on ait un nouveau président. Parce que si les problèmes sont au niveau politique, ça veut dire que ce sont les dirigeants de ces pays-là qui ont peut-être des lunettes du passé. Est-ce que s'il y a un changement de cap avec des nouveaux dirigeants qui arrivent, l'AES peut revenir sur sa position? Bon, je ne suis pas naïf pour penser que ce sont des individus parce que ce dont nous parlons, ce sont des décisions qui ont été prises par une institution. Et c'est l'institution que nous avons quittée. D'ailleurs, si vous remarquez très bien, nous avons des relations amicales avec beaucoup de pays autour de nous avec lesquels nous travaillons, qui sont aussi des États membres de la CEDEAO. Donc c'est une institution, si elle estime qu'elle doit se muer dans un sens ou dans l'autre, bon, écoute, on l'observera, mais nous nous réjouissons quand même de voir que certains dirigeants aujourd'hui qui arrivent à la tête de certains pays ont des approches, en tout cas des attitudes moins hostiles, moins va-t-en-guerre à notre égard et qui estiment que nous devons pouvoir maintenir le dialogue, pouvoir travailler ensemble. Je pense que c'est une bonne chose, mais notre problème, encore une fois, c'est au niveau de l'institution. Et l'institution, de mon point de vue, n'a pas changé depuis que nous avons quitté. Et les mêmes griefs que nous avons, je ne vois pas dans quelle mesure ces griefs ont été pris en considération. On va peut-être avoir l'occasion de revenir parce que le fil de l'échange nous donnera ça. Ce que je remarque pour sortir de là, c'est que derrière vous, il y a un drapeau tout flambant, neuf, c'est la première fois que je le vois, c'est le drapeau de l'AES, et symboliquement, le Niger a été le premier des pays de la Confédération à faire une levée avec ce drapeau-là. Quelle est la valeur symbolique de ce drapeau de l'AES, auquel il va falloir forcément s'habituer? Bon, je dois d'abord dire que la montée des couleurs a été faite simultanément dans les trois pays. Après, le Niger s'est approprié, on a plus parlé du Niger. On peut tous s'en approprier, mais je pense qu'on n'est pas en compétition, mais c'est juste pour dire que c'était synchronisé dans les trois pays au même moment par les chefs d'État. Mais ce qu'on doit noter, c'est que le lancement, ou en tout cas l'adoption de ce drapeau, est quand même un pas supplémentaire dans le cadre de l'avancement pour la concrétisation des aspirations, en tout cas pour répondre aux aspirations de nos populations par rapport à cela. Et je pense que c'est important, c'est un symbole d'unité au niveau de nos populations, mais ça montre aussi toute notre détermination à aller de l'avant. Et si vous avez bien suivi aussi la symbolique de ce drapeau qui est de couleur verte, qui symbolise à la fois la croissance, la prospérité, le renouveau et la renaissance de nos pays, mais aussi toutes les richesses naturelles, minières de nos pays qui doivent nous servir pour aller vers une prospérité partagée. Je pense que ce drapeau est le symbole, en tout cas, de l'aspiration des peuples de cet espace d'avancer unis et aussi de pouvoir vraiment avancer davantage dans le cadre confédéral qui est un marchepied pour arriver à une fédération qui est l'objectif ultime que nous recherchons pour nos peuples. Alors, avant le drapeau, il y avait le passeport. J'ai envie de vous poser, que vaut le passeport AES aujourd'hui? Est-ce que c'est un passeport qui va faciliter les déplacements des citoyens de l'AES? Est-ce que c'est un passeport qui a un poids aujourd'hui comparé à celui de la CEDEAO qui donnait un accès beaucoup plus large? C'est une façon déguisée de vous demander comment réagissent vos anciens partenaires de la CEDEAO par rapport à ça. Ce passeport vaut autant que tous les passeports qui existent dans le monde entier. N'a pas une valeur supérieure, n'a pas une valeur moindre que ces différents passeports. Donc je pense que, ceci dit, il faut aussi noter que quand un passeport est issu, parce qu'il y a tout un débat qui n'a même pas lieu d'être, je crois qu'il y a certains cercles qui travaillent à pouvoir en faire un problème, parce que même quand vous parlez de passeport CEDEAO, il faut relativiser les choses, parce que nous, on avait un passeport malien avant, à un moment, il a été décidé de mettre le logo de la CEDEAO sur nos différents passeports, mais qui sont des passeports qui sont conçus par nos pays. Les spécifications ont été adoptées par nos pays, ce sont nos pays qui ont dépensé l'argent pour ces passeports.
Donc ce sont des passeports nationaux estampillés avec le logo de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous avons des passeports nationaux estampillés du logo de l'AES. Mais quand un passeport est issu, quelles sont les procédures? Parce qu'il y a des procédures qui existent, comme en matière de monnaie ou autre, quand on a l'argent, comment les gens échangent entre eux. Quand il y a des passeports qui sont établis, il y a quelques procédures qu'il faut suivre quand même. D'abord, il faut notifier l'établissement d'un nouveau passeport avec ses spécifications et ses spécimens au niveau de l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est basée au Canada. Et une fois qu'on a fait cette étape, d'ailleurs je rappelle que l'OACI fixe un certain nombre de spécifications techniques qui doivent être dans les passeports. Et en 14 points, le passeport que nous avons mis en circulation a 20 points de spécifications techniques, donc nettement au-dessus des exigences de l'OACI. Donc l'OACI est une première étape de notification qui doit notifier les différents pays, les aéroports que le Mali a mis en circulation, un nouveau passeport. Voici ses spécifications. Ensuite, il faut une notification à tous les pays. Ce que nous avons fait, toutes les missions diplomatiques et consulaires qui sont accréditées au Mali ont reçu la notification des spécifications et les spécimens physiques du passeport, et il en a été fait de même par nos ambassades du Mali, ambassades et consulats du Mali à l'étranger. Donc à partir du moment où on a fait cette étape, ce qui reste, c'est que bon, chaque pays a peut-être des procédures administratives internes pour pouvoir intégrer le nouveau document qui est sorti. Donc je pense que ce sont ces éléments qui sont en discussion avec certains pays qui disent, bon, moi je n'ai pas reçu à temps, bon, je suis en train de mettre dans le système, mais à ce jour, je n'ai reçu aucune communication officielle, puisqu'on a écrit à tous les pays, d'un pays qui vient nous dire que nous, on refuse votre passeport. Et puis deuxièmement, les passeports là n'ont pas besoin d'être reconnus ou que l'AES soit reconnu à un titre ou à un autre par rapport à cela. Donc moi je pense que c'est un faux débat qui vise encore une fois aussi à créer le doute chez nos compatriotes. Est-ce qu'on peut imaginer le Tchad rejoindre l'AES? Ça commence à chuchoter un peu, surtout quand on voit les dernières positions du Tchad, vis-à-vis notamment de la France. Ils ont décidé, comme vous avant, de faire partir l'armée française, et on voit de plus en plus des positions assez curieuses du Tchad. On parle aussi d'un rapprochement avec la Russie. On voit le président Déby qui va au Burkina Faso, qui est accueilli avec tout ce qui se doit. Est-ce qu'il y a dans les coulisses, vous êtes diplomate, un rapprochement? Est-ce qu'on peut espérer voir le Tchad, parce que rien n'interdit au Tchad d'être membre de l'AES en tant que pays sahélien? Rien. Je pense que le traité même de la Confédération des États du Sahel a ouvert cette possibilité d'adhésion, sous certaines conditions et sous réserve d'un processus qui est à suivre. Donc fondamentalement, l'AES n'est pas fermée. Nous travaillons dans le cadre d'une vision panafricaine. Bon, naturellement, le reste appartient au Tchad de prendre les décisions qu'il faut, et quand ces décisions seront prises, ça sera apprécié en haut lieu. Est-ce qu'il y a des discussions? À ce stade, pas à ma connaissance, nous n'avons pas de discussion directe avec les autorités tchadiennes sur cette éventualité. À part le Tchad, est-ce qu'il y a certains pays qui toquent déjà à la porte de l'AES? Je me rappelle avoir fait une interview avec votre vis-à-vis du Togo, qui disait que le Togo n'exclut pas une éventuelle entrée dans l'AES, et il est même allé plus loin en pensant que le peuple togolais serait favorable à une telle mesure. Est-ce qu'à part ces pays-là, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui veulent vous rejoindre, même si c'est encore discrètement? Bon, pour ce qui concerne le cas particulier du Togo et des déclarations du ministre Ducé, personnellement, je dois vous avouer que je ne suis pas surpris, parce que bon, c'est pas un virage pour nous, parce que depuis le début de la transition malienne, le Togo a été avec nous dans nos différents combats et a partagé nos soucis, nos préoccupations, et a porté beaucoup aussi nos messages, et a toujours travaillé dans le cadre, dans le souci d'établir toujours une relation réaliste, lucide et constructive entre nous et les autres pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc par rapport à cela, je ne vois pas de ce. Quand j'ai écouté le ministre un peu aussi, j'ai vu un peu qu'il se réfère un peu à l'état d'âme de la population du Togo. Nous, au niveau de l'AES, je pense que ces prises de position ne peuvent que nous conforter dans nos choix.
Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas seuls, ça veut dire que le chemin que nous avons pris, il y a d'autres qui regardent cela avec intérêt, et c'est aussi peut-être parce que probablement ils font face aux mêmes défis, aux mêmes problèmes que nous avons rencontrés. C'est vrai que nous nous sommes mis ensemble à 3, mais je pense que nous ne sommes pas fermés à continuer le combat pour l'unité de l'Afrique par toutes les voies nécessaires. L'AES est un chemin, il y a d'autres chemins qui sont possibles. Bon, il y a peut-être des discussions informelles avec les gens ici et là qui veulent comprendre dans quelle direction nous partons, mais je dois dire que nous ne sommes pas en campagne pour rallier nécessairement d'autres pays. Quel est le regard, et c'est une question que je tenais à vous poser, que vous jetez sur la CEDEAO aujourd'hui après votre départ? C'est un peu comme quelqu'un qui est parti et qui jette un regard sur son ex, surtout qu'on voit que cette CEDEAO, visiblement, se retrouve toujours embourbée. Confère Guinée-Bissau. On a été quand même un peu surpris, et j'aimerais vous entendre là-dessus, de voir Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, chasser, et je préfère parler ainsi, la CEDEAO de chez lui. Qu'est-ce que cela vous a inspiré, cette actualité? Bon, je ne vais pas commenter des cas spécifiques de pays par rapport à cela, mais disons que la CEDEAO est rattrapée par ses propres faiblesses. Parce que quand on est une organisation, on est fondé sur des règles. Et quand on a les règles, on les applique. Et on ne les applique pas selon la météo ou selon la tête du client. Et malheureusement, il est arrivé que pour la gestion de situations politiques dans les pays, on regarde qui est concerné. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce qu'il est proche de telle grande puissance? Il n'est pas proche de telle grande puissance? Le poids du chef. Donc, je pense que quand on est une organisation, il faut pouvoir mettre des règles où tout le monde se reconnaît dedans. Et quand on traite les pays, même les pays où il y a eu des changements institutionnels, ils ne sont pas tous traités de la même façon. Ni pour ce qui concerne les situations politiques liées à des mandats ou des situations politiques liées à des renversements de pouvoir. Mais je pense que aujourd'hui, moi, je préfère, pour ce qui concerne la CEDEAO, pour ne pas fuir ta question, je préfère ne pas regarder dans le rétroviseur. J'ai assez de défis en tant que pilote dans le véhicule dans lequel je suis assis. Vraiment, j'ai un cap, j'ai des problèmes. Donc, je demande aussi à la CEDEAO de se focaliser sur ces problèmes. Mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive visiblement pas. Bon, donc nous, on est assez focalisé sur nos propres problèmes. Et bon, et je pense qu'on ne peut pas traîner les difficultés d'autres avec nous.